L'invité d'Europe Nuit ce soir, c'est le président du nouveau centre et ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Bonsoir. Et fondateur de l'UDI. Et fondateur de l'UDI, on ne l'oublie pas. Alors, je ne vais pas vous demander, Hervé Morin, de sortir votre carnet de santé, mais je vais quand même vous demander si, à votre avis, François Hollande aurait dû tout dire, tout dévoiler. Est-ce qu'on aurait dû être au courant de cette opération qu'il a subie en 2011 ? Si c'est bénin, je ne vois pas bien le sens d'une information complète. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il s'agissait d'une maladie grave, du début d'un cancer, etc., bien sûr que ça a un sens. Ça devrait l'être. Mais honnêtement, est-ce que si je me fais opérer demain matin de mes amygdales, est-ce que ça mérite d'être su? Je ne crois pas. La question qui est derrière ça, c'est où est-ce qu'on fixe la limite entre le besoin de transparence et le respect du secret médical pour des personnalités publiques ou qui assument des fonctions officielles ? J'entends bien, mais est-ce que cette opération-là remettait en cause un tant soit peu sa capacité de gouverner ? On pourrait se poser la question d'ailleurs, compte tenu du bilan particulièrement calamiteux de François Hollande, mais très franchement, non. Donc, je ne vois pas quel serait le sens d'aller raconter que vous avez subi telle ou telle intervention chirurgicale, dès lors qu'en rien, elle ne remet en cause sa capacité à être chef de l'État. Opération a priori bénigne, mais sait-on jamais. Et puis, c'est vrai qu'à chaque campagne, on entend les candidats qui disent « avec moi, ça sera différent, il y aura plus de transparence ». Et l'histoire est là pour nous prouver aussi que finalement, c'est rarement le cas. Parce que la transparence a ses limites quand ça n'a pas d'importance. Pour vous, voilà. C'est un non-sujet finalement ? Pour moi, c'est un non-sujet absolu. Alors, comme toujours en campagne, on a eu l'excès, comme toujours, on a eu des déclarations mirobolantes. Et donc, il y a eu celle sur la transparence absolue qui était bien entendu le contraire de ce qu'était son opposant principal, selon lui, puisqu'il faut toujours voir ça avec le miroir inversé. Mais en vérité, s'il s'agit d'une opération réellement bénigne, comme on nous l'indique, je ne vois pas franchement le sens d'informer nos compatriotes. Vous, quand vous étiez ministre, vous avez dû subir des examens, des tests réguliers pour savoir si vous étiez en état d'exercer ? Oui, moi, je vais régulièrement me faire saigner pour une maladie génétique qui s'appelle l'hémochromatose. Est-ce que pour autant, ça obère un tant soit peu mes capacités d'exercer une fonction gouvernementale ? Non. Voilà, ça me permet simplement de rester à niveau de fer, qui est le bon niveau de fer pour ne pas avoir de maladies graves sur le long terme. Et ça ne vous gêne pas que ça soit rendu public, que tout le monde le sache, entre guillemets ? Je m'en suis jamais caché. Bon, on va laisser la santé de côté, parce que visiblement, c'est ce que vous souhaitez, pour se tourner vers un pays en plein chaos, un dossier que vous connaissez bien en tant qu'ancien ministre de la Défense. Bientôt, il y aura plus d'1 millier de soldats français en Centrafrique. Est-ce que c'est leur place, tout simplement ? Écoutez, je pense qu'on est sur une opération qui est assez comparable à celle qu'a menée la France en Côte d'Ivoire, avec une force africaine. Faut-il arriver à la constituer ? Ce qui n'est pas évident. Qu'elle ait un minimum de crédibilité, ce qui est aussi une autre question. Et ensuite, il y aura cette force française qui sera en quelque sorte le bras armé de cette force africaine d'interposition pour faire en sorte que le Centrafrique ne tombe pas plus encore dans le chaos. Derrière tout ça, il y a un sujet de fond, c'est que la France est une nouvelle fois seule. Et que moi, j'aimerais, autant que possible, que la France fasse tout pour engager un certain nombre de nos partenaires européens dans une opération comme ça. Si on considère que l'Afrique est une des zones de responsabilité de l'Europe, il est absolument inconcevable qu'à chaque fois on se retrouve seul. Le Mali, aujourd'hui la Centrafrique, et puis demain, si c'est le Tchad, et puis c'est sans fin. Et donc, ce que je regrette, c'est qu'une nouvelle fois, il n'y ait pas de politique européenne de sécurité et de défense, qu'il n'y ait pas une conviction commune, partagée, que l'Europe doit sortir des seules questions de la concurrence libre et non faussée, et partager une politique étrangère, une politique de défense pour être en capacité de peser sur les affaires du monde. Et donc, ce que je demande à François Hollande, c'est d'envoyer Laurent Fabius faire le tour des capitales européennes et à Jean-Yves Le Drian et faire en sorte qu'autant que possible, nous ne soyons pas une nouvelle fois seuls, abandonnés par les 27 autres pays européens. La France seule, un peu comme au Mali, et à chaque fois, vous savez qu'on va ressortir, agiter un peu le chiffon de la France-Afrique. Oui, mais en même temps, il y a une résolution des Nations Unies, il y a un consensus international sur la nécessité d'éviter que le pays soit totalement en guerre civile. C'est un pays qui est failli. L'intervention ne pose pas question, mais c'est ceux qui interviennent qui posent question. La vraie question, c'est
la France ne peut pas être le gendarme de l'ensemble des pays africains, à chaque fois qu'un pays africain se trouve confronté à des situations de guerre civile. Et deuxièmement, c'est la responsabilité des Africains eux-mêmes. Et enfin, bien entendu, c'est toute la question du développement de cette zone. Et c'est la question aussi de la démocratie, d'en finir de soutenir des pays corrompus qui empêchent leur peuple de pouvoir vivre un tant soit peu, un peu plus heureux qu'ils ne le sont. Pour continuer sur le domaine militaire, Jean-Yves Le Drian a confirmé l'abandon du logiciel Louvois, ce logiciel qui était chargé de gérer les soldes des militaires, qui n'a jamais vraiment fonctionné, qui a pourri la vie, on peut le dire, de milliers de familles de soldats. À l'époque où vous étiez ministre, vous aviez été prévenu que ce logiciel était difficilement exploitable. Est-ce que vous assumez une part de responsabilité dans ce... Moi, j'ai pris comme décision celle d'engager une énorme réforme du ministère de la Défense, qui nous a permis de faire 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement. Et parmi les décisions que j'ai prises, c'est celle de réformer en profondeur le système des paies. C'est la décision que j'ai prise. Après, il y a eu des travaux qui ont été menés par des équipes d'informaticiens. Après, j'ai quitté le ministère. Gérard Longuet, je crois d'ailleurs que la décision n'a même pas été prise à son niveau. En 2011, on a décidé de mettre en œuvre cette réforme. Des contacts que j'ai pu avoir, tout le monde a expliqué que tout marchait, que les paies en blanc qui avaient été essayées pendant plusieurs mois, tout ça fonctionnait. Et est-ce qu'il y a des alertes qui n'ont pas été données assez vite ? Parce que les problèmes sont apparus assez rapidement, même si c'était la fin de votre temps ministériel. Je sais bien que les politiques ont toujours tendance à se défausser, à considérer que c'est l'autre qui est responsable. Mais enfin, moi, j'ai pris une décision qui est de réformer le système des paies pour le rendre plus efficace et moins coûteux en termes de gestion. Après, il y a des équipes d'informaticiens et de techniciens. Même si à un moment ou un autre, on explique que le système est compliqué, vous continuez à développer le système informatique jusqu'au jour où ça marche. Et je suis convaincu que ceux qui ont pris la décision à la fin de l'année 2011, puisque c'est à ce moment-là que la décision a été prise, je n'étais plus ministre depuis plus d'1 an, étaient convaincus que l'ensemble des personnes responsables du programme l'étaient. Mais si demain matin, Europe 1 change son système de sonorisation, vous allez penser que ceux qui ont été en charge du système de sonorisation, a priori, savent ce qu'ils font. Voilà. Un tout dernier mot, Hervé Morin. Enfin, tout ça est regrettable, hein, ça c'est clair. Et il fallait que ça soit changé, c'est ce qui va être fait. Un tout dernier mot, Hervé Morin. La loi qui pénalise les clients des prostituées a été adoptée par l'Assemblée. Vous vous êtes abstenu. Vous penchez de quel côté, du coup La loi est extrêmement mal faite. Elle a en plus... elle va favoriser très largement la régularisation de prostituées sans papier, etc. Donc voilà pourquoi je me suis abstenu. Et en même temps, je trouve ça... J'ai vécu dans un quartier où je voyais ces hommes en cravate à 20h30 ou à 21h, en sortant du bureau, avant de rentrer chez eux, s'arrêter pour récupérer une gamine de 20 ans qui avait été déposée sur le trottoir 1 heure avant. Et ça m'a toujours... j'ai toujours trouvé ça abject, abominable. C'est une des choses qui, chez moi, provoque un vrai sentiment de colère. Alors, est-ce que la pénalisation des clients va réduire la prostitution ? Voyons ce qui se passe en Suède. On a vu que ça l'avait tout de même réduite en partie. Ça réduira bien entendu pas tout, ça ne règle pas tout. Mais c'est tellement dégueulasse que voilà, moi je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Le seul sujet, moi j'ai passé une journée dans le bus des femmes à Vincennes, où je suis allé à la rencontre des prostituées qui demandent qu'une seule chose, elles, qui sont des prostituées qui le font dans une démarche volontaire, d'un vrai choix assumé. Tenir aussi compte de ces particularités. Qui demandent quoi ? C'est être en situation d'être des professions libérales en quelque sorte. Elles estiment qu'elles ont un rôle social. Mais ça, c'est une minorité. Et celle-là, il faut probablement trouver une solution aussi pour elles. Mais il y a une traite et un esclavage moderne qui est absolument abominable. Et tous ces types-là ne méritent pas beaucoup de respect. Merci Hervé Morin d'avoir accepté notre invitation ce soir.